Bienvenue dans le podcast de Zélie, avec ce nouveau format qui vient s'ajouter à notre conversation mensuelle avec une femme inspirée et inspirante. Il s'agit de la pépite du mois. Nous vous offrons dans celle-ci une version racontée d'un article du numéro de Zélie en cours, avec quelques commentaires et coulisses en plus. Alors dans cet épisode, nous vous parlons de ce sujet, réfléchir par soi-même. C'est un extrait du numéro de mai 2025. Nous nous sommes demandé comment mieux réfléchir plus dans des vies assez chargées, et puis surtout comment réfléchir de manière vraiment personnelle, avoir un esprit critique, ne pas être dans des postures pour-contre de manière polarisée, mais de façon un peu plus nuancée. Pour mieux comprendre en quoi consiste cette réflexion personnelle, nous avons sollicité l'éclairage d'une personne qui apprend aux jeunes à réfléchir, un professeur de philosophie, Joël Mercier, qui est prof de philo en lycée à Paris. Alors nous lui avons demandé d'abord, c'est toujours intéressant de se demander comment est-ce que la personne en est venue à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Souvent c'est un chemin qui dit quelque chose de ce qu'elle enseigne en l'occurrence. Nous lui avons demandé qu'est-ce qui l'a amené à devenir professeur de philosophie. Alors elle nous répond, je la cite, comme souvent dans cet épisode, je vous dirai. Alors elle nous dit, d'une part, j'ai senti que ma place n'était pas en entreprise, et comme des portes étaient ouvertes dans l'enseignement, je suis devenue professeur. Cela m'a beaucoup plu. Certes, nous devons préparer un examen, le bac, mais nous avons une grande liberté, car le champ de réflexion est vaste. C'est une occasion de réflexion et de discussion avec les élèves. Par ailleurs, dit-elle, j'avais un goût pour la philosophie étudiée en licence, j'avais eu beaucoup de plaisir à apprendre et à comprendre. Ainsi, j'ai eu un sentiment de révélation sur la réalité à la lecture de certains auteurs tels que Platon, Aristote, Thomas d'Aquin, Pascal ou Bergson. Donc c'est ce que nous dit Joël Mercier. C'est vrai que il peut y avoir dans la réflexion, je parle à titre personnel, un certain plaisir, une sorte de sensation, comme le dit Joël Mercier, de comprendre le monde quand on est assez mental. Ce plaisir peut être quelque chose d'aussi fort qu'un plaisir physique de manger du chocolat. Il y a une sorte de joie de comprendre le monde et qui est un pan de la réalité qui nous entoure, qui nous est soudain lumineux. Ça peut être assez exaltant. C'est à cette joie de la réflexion que nous vous invitons. Alors ensuite, nous avons demandé à Joël Mercier, mais au fait, qu'est-ce que la philosophie ? Elle nous dit, les philosophes ne sont pas tous d'accord sur la question. Étymologiquement, ce mot signifie amour de la sagesse. Pour moi, c'est la recherche de la vérité pour elle-même. C'est un étonnement face à la complexité de la réalité, de la nature et de l'existence humaine. La philosophie est également liée à la discussion, à la mise à l'épreuve des opinions. Par exemple, Descartes soumet sa démarche de méditation philosophique, qui est une introspection solitaire, à la discussion et aux objections. Après cela, nous nous sommes demandé qu'est-ce que la réflexion, parce que c'est pas exactement la même chose que la pensée, que l'imagination. Donc nous avons été chercher, nous Zélie, le trésor de la langue française, qui est un dictionnaire en ligne assez développé, et qui dit que la réflexion est la faculté qu'a la pensée de faire retour sur elle-même pour examiner une idée, une question, un problème. Donc en fait, en quelque sorte, on pourrait se dire, réfléchir, ce n'est pas savoir, mais réfléchir sur ce qu'on sait, savoir ce qu'on sait, pourquoi on le sait, et aussi ce qu'on ne sait pas. Donc on a demandé à Joël Mercier si elle était d'accord avec ça. Elle répond, oui, j'aime voir la réflexion comme un examen. Platon, dans l'Apologie de Socrate, définit la philosophie comme le fait de soumettre ses opinions et sa vie à examen. C'est une attention volontaire pour juger la valeur de vérité et de pertinence d'une pensée. Donc effectivement, il y a un peu le côté, comme on dit, réflexif, c'est-à-dire, c'est moi qui l'ajoute, le côté, mais au fait, je sais ça, mais en fait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pertinent, à quoi je peux le relier dans mon esprit, et donc avoir un petit recul. Il y a vraiment la notion de recul. On a ensuite demandé à Joël Mercier quelle est dès lors la différence du coup entre la pensée et la réflexion. Elle nous dit « Il me semble que la pensée est un terme très vaste, qui inclut ce qui apparaît à la conscience ou à l'esprit. À la limite, une sensation est une pensée, car on sait qu'on la sent.
On appelle souvent pensée la simple opinion, comme lorsqu'on juge que quelque chose est beau. La réflexion, elle, est un processus par lequel on juge une pensée, afin qu'elle devienne justifiée, d'une part, et communicable à d'autres, d'autre part, en leur donnant les raisons de la pensée. Pourquoi on la pense en fait ? Une réflexion est nécessairement personnelle, car personne ne peut réfléchir d'y comprendre à notre place. Mais elle est donc aussi liée à la discussion et à la communicabilité. Joël Amercier nous dit qu'en terminale, selon le bulletin officiel, l'enseignement de la philosophie a pour but de former le jugement critique des élèves et de les instruire par l'acquisition d'une culture philosophique initiale. Alors ensuite, comme la pensée, la philosophie, parfois ça nous paraît un petit peu abstrait, on a demandé à Joël Amercier, est-ce qu'on réfléchit sur le réel ou sur l'abstraction ? Elle nous répond, on réfléchit sur la réalité. Cependant, on se perd parfois dans une réflexion très abstraite, car cela peut être agréable. La réflexion n'est pas un but en soi, mais elle permet de progresser dans la compréhension de la réalité. Par exemple, on peut réfléchir sur ce qui est juste ou bon. En passant par l'abstraction, la réflexion permet de dépasser les cas particuliers. Pour autant, il ne faut pas s'arrêter à l'abstraction, mieux vaut revenir à la réalité. Ainsi, on peut réfléchir sur ce qui est beau, mais le but n'est pas de parler de la beauté dans l'abstraction. Ensuite, on s'est interrogé sur la culture générale, parce que pour pouvoir réfléchir, il faut quand même un minimum de connaissances. Est-ce que bénéficier d'une bonne culture générale suffit pour réfléchir ? Joël Amercier nous répond. On confond souvent la culture générale avec une accumulation de savoirs sans lien entre eux. Par exemple, certains élèves apprennent de nombreuses citations, mais ils ne savent pas pourquoi leurs auteurs ont pensé ces phrases. Il est vrai que la culture générale est un point de départ pour s'étonner. Cependant, en philosophie, il ne s'agit pas d'exposer des opinions diverses ou d'aligner des paradoxes un peu percutants, mais de se poser sincèrement des questions. Il faut choisir une méthode, un fil conducteur, et mener une discussion. Concernant la culture générale, poursuit Joël Amercier, on n'a pas le temps de tout lire. Mieux vaut choisir quelques auteurs que l'on va vraiment approfondir, de la même façon qu'on choisit quelques amis, car on ne peut pas discuter avec la terre entière. Ensuite, nous avons parlé à Joël Amercier un peu de l'histoire. On lui a demandé, pour prendre ce fameux recul à propos de ce qu'on sait, est-ce qu'il n'est pas parfois important de connaître le contexte historique ? On a pensé un peu spontanément à Tintin au Congo. C'est vrai que c'est une BD qui est parue dans un contexte très précis, dans un contexte d'une mentalité coloniale en tout cas. Et donc aujourd'hui on propose une préface à Tintin au Congo pour justement avoir ce recul sur cette œuvre sans pour autant la balayer. Joël Amercier nous dit « En effet, le contexte historique me paraît très important. Une pensée est indissociable des conditions dans lesquelles elle est apparue. Celles-ci ont des implications sur le sens de l'œuvre. Connaître ces conditions donne une juste perspective. À mon avis, c'est tout l'intérêt d'un peu d'histoire de la philosophie, nous dit Joël Amercier. Ensuite, nous avons discuté avec Joël Amercier des méthodes de réflexion. Chez Thomas d'Aquin, par exemple dans sa Somme théologique, il utilise la méthode scolastique. Une question, des objections, une partie qu'on appelle sed contra en latin en sens contraire, ensuite une réponse et enfin une solution. Alors, est-ce que cette méthode paraît pertinente à notre interlocutrice ? Elle nous dit « C'est une méthode très intéressante, cependant il s'agit d'une recherche en théologie qui pose des questions en partant de la parole de Dieu. En philosophie, on s'appuie uniquement sur des raisonnements humains. On oppose des faits à des faits, des opinions à des opinions. Mais la question disputée, la disputatio, qui est construite et qui se soutient oralement, et qui était très prisée au Moyen-Âge, a peut-être de l'avenir. Joël Amercier nous dit que aujourd'hui, l'IA, l'intelligence artificielle, permet de générer des dissertations écrites, pas brillantes mais correctes, nous dit-elle, et si on veut faire réfléchir des étudiants, des oraux qui permettent la discussion sans recours à l'IA pourraient peut-être revenir, ça pourrait être peut-être une bonne idée. Ensuite, on s'est souvenu de ce fameux plan thèse, antithèse, synthèse qu'on connaît, qui est souvent évoqué dans l'enseignement de la philosophie ou aussi de certaines autres matières. En gros, c'est je suppose, ça c'est la problématique, je pose, j'oppose, je compose.
On appelle ça aussi la triade dialectique. Mais en même temps, est-ce que cette méthode est vraiment logique dans la mesure où on dit une thèse et son contraire? Alors, Joël Amercier nous dit que cette méthode n'est pas une obligation. C'est une astuce quand on ne sait pas construire un plan. Cependant, la partie synthèse n'est pas toujours comprise par les élèves car ils ne voient pas ce que c'est et elle aboutit à quelque chose de confus. Mieux vaut dire résolution. On résout la question en montrant que tout ce qui est dit est tenable en même temps. J'ajoute à titre personnel que c'est vrai qu'on peut dire quelque chose et nuancer ensuite deux choses un petit peu qui semblent opposées peuvent exister, peuvent cohabiter. Même toute notre vie est faite de choses qui semblent très différentes. Par exemple, en préparant le prochain numéro, on pense à temps linéaire et temps cyclique. Le monde tel qu'on le connaît, il contient des temporalités cycliques, comme les saisons par exemple, mais aussi du temps linéaire. On est en 2025, c'est inscrit sur une ligne chronologique. Bref, après cela, on peut se dire, la réflexion c'est très bien, mais en fait, tout le monde ne fonctionne pas de manière rationnelle. Il y a aussi l'intuition. On a demandé à Joël Amercier, dans la réflexion, quelle place est laissée à cette intuition, à une dimension moins rationnelle, plus mystérieuse peut-être. Notre professeur de philosophie nous répond « L'intuition a une place fondamentale, comme le montre notamment Pascal. Nous avons des connaissances qui ne viennent pas d'un raisonnement. On ne peut pas prouver tout ce sur quoi on se fonde. » Ainsi, Bergson affirme qu'il est vain de définir la conscience, car on en a une intuition tellement forte que la définition serait moins claire que cette conscience. Ces intuitions fondamentales, dit Joël Amercier, ne sont peut-être pas si mystérieuses, il s'agit d'accepter qu'on puisse connaître sans preuve et sans démonstration. Pascal dit que l'on connaît la vérité par la raison, mais aussi par le cœur. Quand on est amoureux, il n'est pas nécessaire de le prouver par un raisonnement. Dans notre discussion avec notre interlocutrice, nous avons aussi parlé des réseaux sociaux qui ont souvent des contenus assez courts, simplifiés, sans de hiérarchisation ni de vérification extérieure souvent. Alors, ça a forcément un impact sur la réflexion. C'est pas un format qui propose quelque chose de très profond, ou c'est rare en tout cas. À cette enseignante en philosophie, nous lui avons demandé quel est l'impact des réseaux sociaux sur la réflexion chez les lycéens, selon elle. Elle nous dit « Je ne suis pas chez les lycéens, donc je ne sais pas quel est leur vécu, sans doute différent d'une personne à l'autre. Ce que je peux dire, c'est que les réseaux sociaux sont un outil qui a ses bénéfices et ses risques. Il augmente le champ des discussions possibles, permettant d'être en contact avec des personnes éloignées ou de participer à des groupes de discussion de 10 000 personnes. Cependant, il accroît aussi le champ de la dispersion. Il donne une illusion d'ouverture, mais le plus souvent, on parle à des inconnus qui pensent comme nous. Alors ça, c'est vrai que c'est aussi à cause de l'algorithme qui propose mécaniquement des contenus proches de ceux avec lesquels on interagit déjà. Joël Amercier nous dit que les entreprises de réseaux sociaux capturent notre attention et ne proposent pas de fil construit. Elle dit qu'elle a déjà eu des échanges très intéressants qui lui ont permis de réfléchir, mais qui lui ont aussi fait perdre beaucoup de temps. On pourrait dire également que c'est vrai qu'il y a le côté délinéarisé dans les réseaux sociaux ou dans souvent Internet en général, tous les contenus numériques. Il n'y a pas un début et une fin. Alors, s'il peut y avoir un article sur Internet, ça a un début et une fin. Mais justement, un site avec plein d'articles, on en choisit un, mais on se dit en fait j'en ai peut-être raté un autre. Et d'ailleurs, c'est vrai, soit dit en passant, qu'on a choisi avec le magazine Zélie de faire un document PDF qui a clairement un début et une fin, 26 pages. Au moins, voilà. On l'imprime, on le lit, alors on n'est pas obligé de tout lire en entier s'il y a un article avec lequel un article qui nous attire moins, il n'y a pas de souci, mais au moins on se dit j'ai lu le numéro. C'est pas j'ai lu un petit article par-ci par-là, ou j'ai lu un petit post par-ci par-là, qui peut être sympa, mais c'est jamais que il y a un petit côté un peu picorage qui peut être frustrant. En tout cas, je trouve ça assez frustrant. Ensuite, avec notre interlocutrice, nous avons parlé de l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place aujourd'hui de manière très exponentielle, il me semble, et notamment les agents conversationnels tels que ChatGPT qui répondent à des questions, mais grâce à des calculs en fait, et sans forcément mentionner leurs sources. Alors, on a interrogé Joël Amercier sur l'impact qu'elle observe de ces outils chez les jeunes. Elle nous dit « J'ai l'impression que beaucoup de lycéens ont une grande confiance dans l'IA
et pense qu'elle va faire mieux qu'eux, tout en ayant une confiance insuffisante en leur propre capacité de réflexion. Certes, l'IA peut régénérer une dissertation qui sera peut-être sans faute d'orthographe, mais les enjeux ne seront pas saisis. De plus, le lycéen utilise souvent l'IA comme moteur de recherche. Or, l'IA ne fait pas réellement de recherche, elle produit des réponses, parfois fausses. En effet, elle ne cherche pas à démêler le vrai du faux, mais à faire la différence entre le probable et l'improbable. On devrait peut-être apprendre aux jeunes à se servir de l'IA de manière réfléchie, justement, en examinant ce qu'elle fait sans la suivre aveuglément. Pour Zélie, on ajoute que on voulait justement parler de l'IA dans ce numéro, réfléchir à l'ère de l'IA, qui est un grand sujet, et en même temps, c'est un sujet tellement en fait complexe, parce que déjà, ça évolue extrêmement vite, et puis il y a quand même plein de formes d'IA très différentes. Il y en a qu'on utilise depuis très longtemps avec notre GPS, mais là, on parle plutôt de l'IA et de la réflexion, et du coup, on va plutôt aborder ce thème dans un prochain numéro, peut-être sur la technique, par exemple. Alors pour finir, on a demandé à Joëlla Mercier une anecdote encourageante sur la progression d'un élève dans sa réflexion philosophique. Elle nous dit « Oui, c'est une anecdote récurrente, il s'agit d'élèves très sérieux qui apprennent par cœur mes propres cours. Cependant, à la dissertation, donc en devoir, ils font un hors-sujet. Je leur dis pourtant que le but n'est pas de répéter le cours à la manière dont je l'ai proposé. Je pense à une élève qui avait eu 4 sur 20 aux 3 premières dissertations de l'année. Un jour, je lui ai dit d'aller au devoir sans apprendre son cours, mais simplement de proposer une réflexion et de la justifier. Elle est passée de 4 à 12 sur 20. Au bac, elle a pris ses cours, mais a aussi mené une vraie réflexion. Elle a obtenu un 16 sur 20. À plusieurs élèves, j'ai donné ce conseil. Apprendre leurs cours, mais oser ensuite traiter les sujets comme s'ils n'avaient pas de connaissances à réciter, au moins dans le premier temps du brouillon. Cela revient à prendre le risque d'une réflexion réelle, donc plus personnelle. Et pour vraiment les plus enclins au hors-sujet, je propose le saut dans le vide, le fait de se forcer à analyser, en s'empêchant de se référer d'emblée à un cours prémâché. Parfois, le déclic a lieu, il commence à mener une vraie réflexion personnelle. Donc c'est la fin de l'entretien avec Joëlla Mercier, professeure de philosophie. Et c'est vrai que... Petite anecdote personnelle, on a vécu un petit peu ça, j'ai vécu ça quand j'étais en classe prépa littéraire. En fait, en philosophie, au début de l'année, en Hippocagne, j'avais 4 sur 20, parce que en fait, je récitais le cours, quoi. Alors sur ce sujet, Aristote, il a dit ça, Pascal, il a dit ça. Et en fait, le prof nous a fait comprendre que le but, c'était pas de réciter le cours. Et je me suis dit, bon, allez, pour une fois, je vais dire ce que je pense vraiment. Donc je me souviens que j'ai répondu au sujet en citant un film, mon film préféré, Un homme d'exception de Ron Howard. Et en fait, j'ai eu 9 sur 20, ce qui est une bonne note en prépa. Alors mon histoire a 15 ans quand même déjà, donc c'est peut-être un peu différent aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ça montre que parfois, faut effectivement se lancer en disant, c'est peut-être pas ce qui est écrit déjà dans les livres, mais au fond, qu'importe, si j'ai déjà un petit bagage, je vais pouvoir m'en servir pour réfléchir par moi-même, tout simplement. Évidemment, c'est pas si simple que ça. Ah oui, et petite question en plus qu'on a posée à Joëlla Mercier, comment trouver le temps de s'arrêter pour réfléchir? Donc ça, c'est une grosse question, parce que parfois, le quotidien, les occupations, les contraintes, ça fait qu'on fonce, quoi, et on n'a pas forcément le temps de réfléchir, mais heureusement, c'est possible. Alors, Joëlla Mercier nous a dit que c'était effectivement parfois difficile de trouver ce temps. Elle dit « Je conseillerais d'une part de profiter du temps qui nous est parfois donné, pendant des trajets, des discussions entre amis, ou encore en écoutant des émissions. Il faut saisir les occasions de réfléchir. D'autre part, mieux vaut faire des choix, on ne peut pas tout approfondir, mais plutôt sélectionner un thème ou un auteur. À titre personnel, je choisis les œuvres que j'étudie avec mes élèves pour continuer à apprendre et à progresser. En ce moment, je lis des conférences de Bergson, La conscience et la vie, ou encore L'âme et le corps. J'écoute régulièrement aussi les nouveaux chemins de la connaissance sur France Culture. Donc effectivement, en fait, faut vraiment prendre ce temps. Alors parfois et bien souvent, ça va être de marcher. Je trouve à titre personnel qui va nous amener à réfléchir, parce que on marche de manière un peu automatique et donc du coup l'esprit est disponible. Ça peut être en attendant le bus. On a demandé aussi à Menou de Dreuil, qu'on a interrogé dans le podcast juste avant. C'est l'épisode 43 de Zélie le podcast. On lui a demandé quand est-ce qu'elle prenait le temps de réfléchir.
tant sur son activité de créatrice graphique que sur son activité à laquelle elle s'est formée d'agricultrice, qu'elle va démarrer dans les années qui viennent. Alors, elle a dit, en fait, quand elle faisait les emballages des produits de sa marque Tante Menou, emballer, faire des paquets, etc., c'est une activité manuelle qui, comme beaucoup d'activités manuelles, laisse du temps à l'esprit pour réfléchir. Il y en a d'autres qui écoutent de la musique ou des podcasts, justement. Donc voilà, quand on fait quelque chose d'un peu manuel qui nous demande pas trop de concentration, c'est l'occasion de réfléchir. Pareil, elle nous disait quand elle plante des haies dans sa propriété, dans l'Allier. C'est également un travail manuel qui est propice à ça. Voilà, donc dans cet article, on a aussi demandé à Joëlla Mercier par quelle lecture commencer pour lire un peu de philosophie. Voilà, des petits textes courts et faciles, donc elle nous les donne. On les trouve en page 16 de ce numéro de mai 2025. On trouve aussi dans ce dossier l'importance de la lecture pour la réflexion. En fait, c'est vrai que la lecture, ça donne un langage beaucoup plus développé, et donc pour dire des choses, il faut avoir les mots pour le dire, donc ça c'est quand même très précieux. Et aussi, ça suscite de la créativité. En fait, il y a une petite phrase de Steve Jobs dans cet article. La créativité, selon lui, ça consiste à relier des choses entre elles, et certaines personnes n'ont pas eu assez d'expériences diverses pour avoir assez de points à relier entre eux. Et tout ce qu'on lit, tout ce qu'on écoute aussi, ça nous donne des clés ça nous donne des points à relier, ça nous donne des choses à piocher pour bâtir une réflexion. Et le pape François, qui a publié en juillet 2024 Loué soit la lecture, qui souligne le rôle de l'importance de la lecture, il dit combien en fait lire, ça nous permet de voir à travers les yeux des autres. Je vous invite à lire aussi cet article de notre pape François qui est décédé maintenant, mais justement c'est une manière aussi de lui rendre hommage. Et dans ce dossier, on parle aussi de réfléchir sur une pensée comme par exemple le complotisme, avec un livre de Pascalide qui s'appelle Complotisme et anticomplotisme, où il montre un peu les limites de cette pensée, qui est une pensée assez simple, c'est-à-dire que selon cette pensée, tout est voulu par des intentions ou des volontés cachées, et tout est lié pour former un complot. Alors à petite échelle, quand il nous arrive plein de problèmes dans une journée, on dit mais c'est pas possible, c'est un complot. Évidemment c'est pas le cas, c'est des causes très très diverses et séparées. Il n'y a pas une seule explication simple au monde, mais ce livre, voilà, il permet de montrer, évidemment, les limites de cette pensée, mais aussi les besoins auxquels cette pensée tente de répondre, parce que ça peut être un besoin de justice, un besoin de comprendre le monde, un besoin de comprendre le mal, et on essaie de résoudre ça par un complot qui va expliquer tout cela. Bon, évidemment, malheureusement, les choses sont plus compliquées que ça. Mais c'est pas voilà, après certains complots peuvent exister néanmoins, ça a déjà existé, par exemple le complot contre Jules César qui a provoqué son assassinat en mars 44 avant Jésus-Christ. Donc être contre le complotisme à tout prix tout le temps n'a pas vraiment de sens non plus. D'ailleurs, c'est vrai que souvent une opposition contre quelque chose, c'est une réaction qui épouse souvent les limites de la pensée critiquée. Être anti quelque chose ou pour quelque chose, en fait, on s'oppose de manière un peu symétrique, et du coup, comme toutes les postures, c'est forcément un peu limité. Une posture, c'est polarisé. On peut pas être forcément contre quelque chose à tout prix, dans la mesure où cette chose, elle peut avoir une intention positive, des choses qui sont bonnes, hein. Enfin, voilà, faut essayer de voir les choses de manière un peu globale, mais ce qui est très compliqué, et personne, hormis Dieu, ne peut tout comprendre. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'essayer de trouver un peu d'humilité et de charité dans notre comportement, dans notre réflexion aussi. Il y a aussi une œuvre d'art qui est évoquée par notre collaboratrice Victoire Ladret de La Charrière. En fait, c'est l'école d'Athènes, un grand décor imaginé par Raphaël et qui se trouve dans les musées du Vatican. En fait, on y voit des figures de la philosophie antique qui se côtoient, et qui sont un peu tous rassemblés, alors qu'ils se connaissaient peut-être pas tous forcément, mais chacun était chercheur de vérité, chacun l'a poursuivi par sa propre voie, et en fait, elle nous dit, l'auteur de l'article, que c'est un hommage à la grandeur de l'esprit humain, appelé à s'élever vers le mystère de Dieu. Et Dieu, en fait, c'est le verbe, c'est le logos, comme on dit. C'est lui, en fait, qu'on cherche au fond, dans la réflexion, on cherche Dieu, in fine, bien sûr.
Et puis enfin, dans ce numéro de mai 2025, vous trouverez le portrait de Solène Auclair, qui est fondatrice avec son mari Camille de la marque Badabam, qui est une marque d'accessoires pour enfants. Ce qui est amusant, c'est que ce nom Badabam fait référence au métier de Camille Auclair, qui est batteur du groupe Open. Donc voilà, on a été chez Solène et Camille Auclair, donc on a été chez un des membres du groupe Open qui est quand même connu. On parle aussi du premier article du symbole de Nicée-Constantinople, puisque on fête cette année les 1700 ans du concile de Nicée. Vous allez trouver aussi dans ce numéro des inspirations en mode et déco autour des fleurs, les bonnes nouvelles d'avril, une recette d'eau aromatisée fraise et basilic, aussi un article sur la manière d'accompagner l'éducation affective, relationnelle et sexuelle des enfants de 8 à 12 ans, la vie de Sainte Estelle, l'histoire de Calamity Jane entre mythe et réalité, et bien d'autres articles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute, et on espère que ça vous a également donné envie de vous plonger dans le numéro de mai 2025. Le lien est dans la description du podcast. Et à bientôt pour un nouvel épisode.